Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Vous avez peut-être encore en tête ces images de files interminables devant les distributions de colis alimentaires pendant le confinement. Le confinement s'est terminé, mais les crises se sont succédées et la demande pour l'aide alimentaire n'a jamais baissé. Au contraire, on atteint aujourd'hui des sommets. Plus de 600 000 personnes ont recours à l'aide alimentaire en Belgique. Comment expliquer la précarité alimentaire qui touche aujourd'hui toutes les catégories de la population et notamment les étudiants? Comment mettre en place une aide alimentaire durable et de qualité pour toutes et tous? Et quelles alternatives proposer pour instaurer un vrai droit à l'alimentation? Toutes ces questions, on va les aborder aujourd'hui dans notre émission avec nos trois invités. Alors déjà, bonjour à toutes les trois. Bonjour. Tout d'abord, Dominique Watein, vous êtes coordinatrice des cagettes Frigo Solidaire à XL. Brigitte Grisard, vous êtes chargée de projet concertation aide alimentaire à la FDSS, donc la Fédération des services sociaux. Et Aurélie Proietti, chargée de mission au pôle académique Liège-Luxembourg, un pôle académique qui a mis en place il y a quelques années une épicerie solidaire destinée aux étudiants à Liège, donc qui s'appelle Le Quotidien. Alors, Brigitte Grisard, je disais, on parle beaucoup d'explosion de la demande de l'aide alimentaire. Alors concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres? Ça représente quoi l'aide alimentaire aujourd'hui en Belgique? Donc, comme vous l'avez dit, on est à 600 000 personnes, c'est le minimum en Belgique. On est plus ou moins à 90 000 personnes en région bruxelloise par an qui ont recours à ce type d'aide alimentaire. Et tout ça est lié évidemment au taux de précarité dans le pays. Donc pour rappel, il y a quand même 20% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique, ce qui correspond à plus ou moins 2 millions d'individus. Et on est sur un seuil de 30% en région bruxelloise. Et donc qui dit précarité au sens large, dit précarité alimentaire évidemment. Ouais. Et j'imagine que les crises qui se sont succédées les dernières années, que ce soit évidemment la crise du Covid et puis après la guerre en Ukraine qui a engrangé des augmentations des tarifs pour l'énergie, l'électricité, etc. Toutes ces crises qui se succèdent, ça n'a fait qu'augmenter la situation, aggraver la situation? Évidemment. Donc, la situation était déjà grave en 2019, ça augmentait déjà. Et donc, tout ça a aggravé la situation. Ce qui fait que ça a élargi, on va dire, le public qui vient. Donc maintenant, comme on va le voir, il y a beaucoup d'étudiants qui sont impactés, beaucoup de seniors et de pensionnés aussi, beaucoup de personnes qui ont été indépendants, qui ont perdu leur commerce, et surtout des gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, et qui peuvent recourir à une aide alimentaire. On estime, c'est une estimation, qu'il y aurait au moins 30% de personnes qui viennent à l'aide alimentaire sont des travailleurs. Ouais. Alors on va essayer de comprendre un peu, ça fonctionne comment l'aide alimentaire en Belgique et quel est votre rôle à vous au niveau de la concertation aide alimentaire? D'où vient finalement la nourriture qui est distribuée par exemple? Donc, en gros, en Belgique francophone, il y a plus ou moins 800 organisations qui proposent ce type d'aide. Et on va dire que les modèles sont répartis en quatre modèles principaux. Les restaurants sociaux, donc vous avez accès à des repas sur le temps de midi. Des frigos solidaires, comme on va le voir ici. Des épiceries sociales, ce sont des petits magasins où vous pouvez avoir accès à une alimentation que vous achetez. Et alors, le modèle numéro 1 reste la distribution de colis alimentaires. Donc, on vous distribue des colis tout faits comme ça et que vous repartez avec chez vous. Et la nourriture, elle a deux grosses sources d'approvisionnement. La première source, c'est le Fonds européen d'aide aux plus démunis, qu'on appelle le FSE+, maintenant. Donc là, c'est un fonds. La Belgique reçoit une enveloppe financière. Et avec cette enveloppe, elle achète plus ou moins 27 produits. Ah oui, on peut voir, il y a un graphique qui est justement derrière, dans les écrans pendant que vous parlez et qui explique un petit peu d'où vient effectivement cette aide et comment elle est distribuée. Et donc vous disiez effectivement donc, le Fonds européen, c'est plus ou moins 40 à 50% des sources d'approvisionnement de la plupart des associations. Et le reste, ce sont des invendus et complétés aussi par des achats. D'accord. Alors, on va parler un petit peu effectivement des différents publics qui ont accès. Et on a dit les étudiants ces dernières années, on sent qu'il y a vraiment une demande pour de l'aide alimentaire parce que, Aurélie Proietti, il y a une vraie précarisation aujourd'hui des étudiants? Oui, donc tout à fait. Donc en fait, au sein du pôle académique Liège-Luxembourg, on s'est penché sur la question en avril 2019. Donc on était avant la crise sanitaire et l'inflation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et en fait, c'est une étude qui a mis en avant deux préoccupations émergentes au niveau des étudiants, à savoir la santé mentale et l'accès à l'alimentation. Donc en avril 2019, il s'est avéré qu'une partie de notre population étudiante se retrouvait dans des situations de privation, donc à devoir sauter des repas pour pouvoir continuer, parce que
au niveau budget, au niveau financier, c'était très compliqué de pouvoir assumer 3 repas par jour, donc se retrouver dans des situations de privation. Donc au sein du pôle académique Liège-Luxembourg, on s'est un peu penché au sein d'une des commissions, de nos commissions de groupe de travail sur le sujet, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le positionnement de nos écoles, quel est le positionnement de nos institutions d'enseignement supérieur. Notre conseil d'administration nous a suivis dans la démarche, et il s'est avéré qu'une des solutions, ce n'est pas la solution, mais une des solutions, serait la création d'une épicerie solidaire étudiante. Et donc on a démarré la création de cette épicerie en avril 2019 pour finalement ouvrir cette épicerie ici le 7 février 2021. D'accord. Alors, ça veut dire que donc, c'est une épicerie. Quelles sont les conditions pour pouvoir y avoir accès? Être étudiant, j'imagine, oui. Du coup, en province de Liège ou du Luxembourg. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conditions? Est-ce qu'il faut, par exemple, montrer des fiches de... Enfin, j'allais dire des fiches de paie, mais non, plutôt des extraits de compte pour les étudiants, des choses comme ça? On a beaucoup travaillé sur la question du contrôle, sur la question des conditions d'accès autour de cette épicerie. Il y a eu beaucoup de réflexions ont été menées au sein du groupe de travail. Beaucoup de personnes ont été consultées aussi sur le sujet. Et effectivement, il faut être étudiant de l'enseignement supérieur et être dans une situation difficile. Mais on est parti du principe que venir demander l'aide alimentaire, c'est une démarche compliquée par rapport à son estime de soi, par rapport à sa dignité, etc. Donc c'est vraiment quelque chose où toutes les études le prouvent, faire cette démarche, c'est compliqué. Et donc du coup, on s'est un peu renseigné et on s'est dit, on va prendre le parti d'être dans une relation de confiance avec nos étudiants, de sensibiliser les étudiants sur la raison de ce lieu et pourquoi et pour qui il a été créé, et donc de jouer sur ce sentiment de légitimité. Je me sens légitime, je viens demander l'aide alimentaire parce que j'en ai besoin à un moment de ma vie. Et donc, du coup, on a décidé de ne pas contrôler le budget ou la situation familiale de nos étudiants, mais plutôt dans une relation de confiance avec nos étudiants, où ils sont accueillis pour leur première visite de manière individuelle par notre coordinateur. On leur explique le lieu, on les sensibilise à toute une série de règles et de respect. Et donc, du coup, on joue vraiment sur ce sentiment de légitimité, parce qu'en plus, déterminer des critères, c'est compliqué. À partir de quel moment on est en situation de précarité, à partir de quel moment on rentre dans une situation de besoin, quelle est la situation avec la famille, est-ce qu'on a envie de parler de sa situation personnelle, privée, avec sa famille, au sein de son institution ou avec une personne qu'on ne connaît pas. Et puis après, on a tout l'aspect quantitatif. Voilà, donc du coup, on se retrouve vraiment dans quelque chose où il y a eu beaucoup de réflexions autour du sujet. Mais du coup, je vous coupe parce qu'effectivement, cette question des files, on a souvent présenté les files devant l'aide alimentaire comme quelque chose qui était assez humiliant en fait pour les personnes qui font cette file, qui doivent faire la file. Et donc, le fait de ne pas demander de critères, et là je me tourne aussi vers vous, Dominique Boattain, le fait d'être le plus ouvert possible, c'est important, vous estimez aussi, vous, pour la dignité des personnes? Oui, c'est important. Nous avons pris le pli dès le départ de ne pas demander qui est qui dans la file. Donc, nous, on ne sait pas qui vient chercher l'aide alimentaire. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était une démarche anti-gaspillage et que donc, il n'y a pas de honte à venir, que du contraire, à venir aider à ne pas gaspiller. Après, tant qu'on peut aider des pauvres, tant mieux. Mais nous, dans la file, on ne sait pas qui vient pour l'anti-gaspillage ou qui vient pour la pauvreté. Après, oui, c'est une des choses qui se marque effectivement par rapport au frigo solidaire. C'est qu'en fait, la première raison qui fait que ces frigos se sont créés à plusieurs endroits, à Bruxelles ou en Belgique, c'était en fait au départ une démarche anti-gaspillage. Oui. Et puis après, les raisons plus sociales sont arrivées. Oui. Et la démarche anti-gaspillage, elle démarre en 2014-2015 avec la convention Good Food qui obligeait les magasins à donner les invendus du jour. Et donc, il y a cette petite niche-là qui est apparue. Et tous les frigos solidaires datent de cette époque-là. Et la même démarche au départ, c'est que les magasins ne jettent pas ce qu'ils n'ont pas vendu.
Mais donc vous vous focalisez vraiment sur des produits frais, Oui. des produits vraiment qui périment, que vous allez chercher du coup le soir, dans les magasins, dans les supermarchés. Et puis après, vous les distribuez le lendemain, vous congelez aussi toute une série de choses, hein, c'est ça? Donc on a des contrats avec des magasins, on va à plusieurs magasins, au plus au mieux, et on va chercher les invendus tous les soirs avec des bénévoles, tout est bénévole dans la plupart des frigos solidaires. Et on congèle ce qui peut être congelé, ce qui n'est pas congelé, on le redistribue soit le lendemain, soit le soir même. Et voilà, puis il y a du produit frais, des légumes et des fruits qui ne sont ni congelés ni stockés. Brigitte Grisard, dans la Fédération des services sociaux a fait tout un mémorandum, notamment en vue de cette année spéciale, l'année électorale. Et en fait, cette question des conditions d'accès, effectivement, de devoir faire le tri entre des gens qui a accès, qui n'a pas accès, le fait que les gens, dans des distributions de colis, ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent manger, ce qui n'est pas la démarche ici d'ailleurs, on va en parler. Mais effectivement, ça, c'est des choses que vous voulez faire bouger, vous. Oui. Donc, c'est clair que la plupart des organisations, les deux exemples ne sont pas là, mais la plupart quand même, et pour des raisons simples, c'est qu'il y a une augmentation du public et une diminution de l'approvisionnement. Donc les associations, il faut bien qu'elles restreignent un petit peu. Donc le premier critère est géographique, en tout cas à Bruxelles, le plus important c'est d'être dans la commune. Et puis il y a des critères de revenus, en sachant que nous on essaye un maximum d'assouplir ces critères-là pour que justement l'aide alimentaire soit la plus inconditionnelle possible et que les gens puissent venir, parce qu'on part du même postulat qu'Aurélie, qui fait que faire une demande d'aide alimentaire, c'est pas rien. La honte, la gêne, que ce soit dans la file et même dans une épicerie sociale, aller dans un magasin, les gens ne font pas ça par plaisir, ne font pas ça de manière très amusante. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit le plus inconditionnel, le plus accueillant. Donc c'est de travailler sur l'environnement, sur la qualité de l'accueil aussi humainement. Donc on propose des formations pour les volontaires, etc. Et alors sur la qualité de ce qui est distribué, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même encore beaucoup de magasins qui donnent des invendus périmés. Et donc pas mal d'associations prennent un temps de dingue à retrier ce qu'elles reçoivent et voire même à jeter. Certaines, ça leur coûte parce qu'elles doivent jeter ce qu'elles reçoivent. Oui, donc c'est vraiment tout un travail sur le plus inconditionnel et le plus qualitatif possible si on décide de rester dans ce système-là. Oui, mais on aura l'occasion d'en parler, oui, Dominique Watein. Moi, je voulais dire qu'au CAGET, on a également en parallèle des produits du Fonds européen. Donc, il y a le produit frais, mais il y a le colis, ce qu'on appelle le colis alimentaire, qui est le Fonds européen. Et pour rentrer dans ce fonctionnement-là, il faut qu'on demande des informations au public, aux personnes, aux bénéficiaires. Et donc, on va faire des fiches sur les personnes. Alors, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et puis, ceux qui veulent bien s'y mettre, ils y vont aussi, mais on ne les oblige pas. Et moi, de toute façon, je ne sais pas qui est qui. C'est une assistante sociale qui fait ça. Okay. Et donc, par rapport à nous, on ne sait toujours pas qui vient, qui vient pas. Mais ça, c'est pour le Fonds européen. Oui. Alors, Aurélie Proietti, donc vous, la spécificité effectivement d'une épicerie solidaire, c'est que du coup, les étudiants peuvent choisir les produits qu'ils veulent. On ne leur impose pas un produit, un colis tout fait, quoi. Exactement. Donc, c'était vraiment important pour nous de laisser l'étudiant choisir ce dont il avait envie de manger. Par goût personnel, par choix, par conviction. Enfin voilà, donc c'était vraiment très très important de ne pas fonctionner sur une distribution de colis, mais de permettre à l'étudiant, même s'il est dans une situation difficile, d'avoir ce choix au niveau de l'alimentation. Pour nous, c'était vraiment quelque chose de très très important, que l'étudiant puisse choisir ce qu'il a envie de manger. Et l'alimentation, ça passe par l'alimentation santé, ça passe par l'alimentation plaisir, ça passe par toute une série de choses. Et donc c'était vraiment important aussi au niveau du lieu, que le lieu soit accueillant, que les produits soient qualitatif et qu'on puisse avoir le choix sur des produits frais, des produits en vrac, des produits plaisir, parce que c'est aussi important de pouvoir se faire plaisir à travers un chips ou un chocolat. Donc ça, c'était aussi important pour nous qu'on puisse donner cette possibilité-là. Donc oui, pas de colis chez nous, tout fait, imposé. Ouais. Et c'est un peu la même démarche chez vous, hein, Dominique Watein. Je suis passée à la distribution la semaine passée et en fait, on voit que
les bénévoles qui travaillent dans l'association, qui travaillent au CAGET, elles commencent à connaître en fait toute une série de gens et du coup, elles lui disent « Ah, tiens, je t'ai gardé ça, tiens, je t'ai gardé ça, je sais que tu aimes ça ». Donc, il y a vraiment une relation aussi qui se noue entre les bénévoles et les personnes qui viennent chercher. Oui, parce que nos cagettes donc de produits frais sont faits à la carte et à la demande. Il y en a qui mangent ceci, qui ne mangent pas ça, parce que le médecin a dit ou parce que pour d'autres convictions, peu importe. Mais donc il y a une base qui sont les fruits, les légumes, le pain, et encore il y a le pain blanc, le pain gris, le pain avec des graines, le pain, tout ce qu'on veut. Mais ensuite, on rajoute les protéines, donc il y a du poisson, des viandes de toutes sortes, du végétarien à n'en plus finir, et chaque personne demande, ou en tout cas notre chère Christine reconnaît les personnes. Moi je suis incapable, mais Christine reconnaît les personnes et sait ce que chaque personne mange, et de fait, est-ce que ça ne ferait pas plaisir aujourd'hui de donner ceci ou cela quand on a des produits un peu différents, c'est gai. Ouais, mais en même temps, vous me disiez le côté relationnel qui était une des forces aussi de votre projet au départ, le fait de nouer des liens et de nouer que même des gens parfois dans la file discutent, enfin qu'il y ait une relation qui puisse se créer et des discussions qui puissent se faire dans la file. Ça, en fait, vous avez de moins en moins le temps de le faire. Parce qu'on a de plus en plus de monde, que ça ressemble plus à une usine. Et de fait, les personnes qu'on connaît, on ne doit pas leur poser de questions. On leur fait leur cagette déjà préparée. On les tape dans un coin sur une autre table et elles prennent ce qu'il y a dans la cagette et mettent dans leur sac. On n'est pas obligé de tout prendre, on peut changer, voilà. Mais ça devient douloureux, en tout cas pour nous, parce qu'il n'y a plus ce contact privilégié avec la personne, parce qu'on est de plus en plus nombreux et qu'on ne sait pas ouvrir 6 heures par jour, il n'y a rien à faire. Donc, on a gardé nos horaires, mais on a le double de personnes, donc on a la moitié du temps pour chaque personne par rapport à ce qu'on faisait avant. Et on ne demande pas des nouvelles, comment va ton pied, ta hanche, mais déjà de dire bonjour et il y a du soleil ou n'importe quoi. Maintenant, c'est pas salon de thé non plus, mais ça crée un lien, quoi. Voilà, et ça se perd. Alors Brigitte Grisard, je pense que depuis le début de l'émission, vous me dites, bah oui, si on continue dans ce système, mais c'est vrai que la Fédération des services sociaux, vous estimez que ce système d'aide alimentaire qui existe depuis des décennies en Belgique et j'ai même envie de dire en Europe de façon plus générale, il faudrait quoi, juste tout simplement arrêter et en fait qu'il n'y ait plus d'aide alimentaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aide plus les gens, mais qu'il n'y ait plus de ce système d'aide alimentaire. Oui. Donc, dans l'idéal, quelle société a envie de ça? D'avoir une centaine d'associations qui nourrissent des personnes, comme le disait Aurélie, qui sont en privation. Donc, on parle de familles, de mères qui ne mangent pas pendant 2 jours pour nourrir leurs enfants. On parle de gens qui ne mangent pas pendant 2-3 jours, de gens qui n'ont plus assez dans le portefeuille pour manger ce qu'elles veulent, comme elles veulent et quand elles veulent. Donc, tout ça, on n'a pas envie de ce projet-là. Donc, ce que nous, on veut, c'est que, en fait, le droit à l'alimentation soit vraiment de vigueur et du coup qu'on réfléchisse à des projets qui permettent à tout le monde, mais à tout le monde, de manger de qualité et comme il le veut. Et pour ça, il y a plusieurs pistes. Soit on agit sur le portefeuille des gens, donc alors on lutte contre les inégalités sociales, on renforce vraiment le revenu des personnes, notamment les bas salaires, parce que là, vu le coût de la vie, il faut augmenter les bas salaires. On peut rehausser aussi les revenus de la sécurité sociale, etc. Et en contrepartie, on peut aussi initier des projets qui sont plus en lien avec le droit à l'alimentation. Et si on commençait déjà à faire des cantines scolaires gratuites de qualité pour tous les enfants de ce pays, déjà au moins tous les enfants auraient un repas qualitatif par jour. Ça, c'est le minimum demandé. On pourrait aussi imaginer que des terres publiques, donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de CPS ou de communes qui ont des terres qui pourraient être remises en main d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs ou agricultrices. Et pourquoi pas imaginer des agriculteurs qui auraient un salaire fixe et qui ne dépendraient pas de leur production pour nourrir les gens. Donc il y a plein de pistes dans ce sens-là. Des épiceries solidaires, donc des épiceries mixtes, où tout le monde y va, peut-être avec des tarifs différenciés, mais c'est accessible à tout le monde. Alors on sait qu'il y a des projets qui sont lancés par exemple à Bruxelles où en fait les personnes peuvent aller dans une épicerie solidaire, mais alors ils ont une carte spéciale qui a été payée, ils ont un montant sur une carte qui leur a été octroyée, voilà. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, mais ils ont un certain montant qui leur est donné, quoi. Oui, et ce montant, c'est des projets pilotes aussi, donc ce n'est pas sur ces
c'est du court terme, ce genre d'initiative. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment remettre, en tout cas, l'accès aux droits fondamentaux des personnes en avant. C'est-à-dire l'accès à l'énergie, à l'eau, au chauffage et à une nourriture de qualité. On n'y est pas, hein, mais voilà. Mais alors, du coup, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. C'est vous avez dit plusieurs fois nourriture de qualité, faire appel à des paysans. Et du coup, effectivement, comment est-ce que vous faites, par exemple, l'une et l'autre dans vos projets pour essayer d'avoir une nourriture, une alimentation la plus qualitative possible, la plus durable? Est-ce que, par exemple, c'est possible de faire de l'aide alimentaire avec des circuits courts? Ou est-ce que là, en fait, c'est juste pas jouable quand on est dans ce type d'aide? Alors, uniquement du circuit court, du bio, du local, etc., ce n'est pas possible. En tout cas, chez nous, ce n'est pas possible. Maintenant, on essaye tout doucement de quand même introduire, surtout pour la génération ici de nos étudiants qui ont une vingtaine d'années, où tous les enjeux climatiques et environnementaux, c'est quelque chose qui, on le voit, ça leur tient fortement à cœur. Et donc, je veux dire, on a essayé, nous, de penser et d'introduire certaines choses, notamment, on propose du vrac, des légumineuses. Donc, je veux dire, avec les légumineuses, voilà, c'est un super produit, comme les lentilles, par exemple, où on a un apport protéinique assez important, à un coût plus réduit que celui de la viande. Et donc, du coup, on propose différents produits en vrac. Donc, on a introduit dans notre logistique le vrac. On réfléchit aussi beaucoup en termes de fruits et de légumes. Donc, c'est important pour nous de proposer des fruits et des légumes à chaque distribution, frais. Et donc, pour ça, on a pu, via des subsides, avoir, par exemple, une chambre froide pour permettre cette conservation, etc. Et de proposer des fruits et des légumes où on peut aussi donc, acheter sur fonds propres ces fruits et ces légumes à des agriculteurs locaux. Donc ça, on a essayé de favoriser, on essaye de favoriser. Ouais. On essaye de favoriser ces circuits-là, notamment, comme je vous le dis, des agriculteurs locaux et notamment via la proposition de vrac en termes de logistique. Mais uniquement, ce n'est pas possible. Voilà. Et oui, et surtout que, là, je me tourne vers vous, Dominique Wateigne, parce que vous travaillez beaucoup avec les magasins, mais alors une autre difficulté que vous rencontrez aujourd'hui, c'est que ces magasins, de plus en plus, vendent leurs produits, leurs invendus, ils finissent par les vendre à des nouvelles start-up qui se développent et qui disent lutter contre le gaspillage alimentaire, mais qui deviennent une espèce de concurrence pour vous. Oui, en fait, comme dans cette convention Good Food du départ, et qui était anti-gaspillage, on ne dépend que des magasins et si le magasin ne donne rien ou peu ou beaucoup, on doit faire avec. Je veux dire, il n'y a pas moyen de faire autrement. Nous ne pouvons donner que ce que nous recevons du magasin. On n'a que ça comme source. Ouais. Les grands magasins, quelques grandes surfaces, des boulangeries, de temps en temps des traiteurs, des choses comme ça. Mais on dépend d'eux et que de eux. Donc, oui, et par exemple, quand il y a encore quelques temps, un magasin, et on peut le citer, des magasins comme Delhaize, par exemple, ils fonctionnaient au niveau global, ils faisaient des conventions, par exemple, avec vous. Aujourd'hui, de plus en plus de ces magasins sont franchisés. Ça veut dire que vous devez négocier avec chaque magasin, par exemple. Oui. Et donc, on négocie avec chaque gérant, mais les nouveaux gérants des nouveaux magasins franchisés ont d'autres pistes, on va dire, qui sont la vente de leurs invendus, et nous ne les recevons plus. Et ce n'est pas nécessairement gagnant pour eux, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, nous avons plusieurs sources qui ont été coupées comme ça. Et voilà, quand on aura perdu le dernier magasin, on met la clé sous la porte. Mais parce que vous n'avez pas d'autres financements, à part les quelques aides au niveau européen, donc quelques produits que vous recevez, c'est les seuls financements que vous avez. Et vous demandez aux gens une petite participation, mais c'est uniquement pour les frais, l'électricité, les choses comme ça. Oui, la nourriture n'est jamais vendue, ce n'est pas... Mais du coup, Brigitte Guizard, cette concurrence un peu, même pas un peu, j'ai envie de dire cette concurrence, de
start-up qui effectivement ont un message positif de dire voilà, nous on veut lutter contre le gaspillage alimentaire et on veut aussi aider une partie de la population qui a des difficultés à aller acheter certains produits. Mais ça devient une vraie concurrence pour les autres. L'idée, c'est qu'on voudrait dans l'idéal être complémentaires. Mais de nouveau, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la chasse aux invendus. Et donc l'idée, c'est qu'on veut bien être complémentaire avec ces start-up, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, la réalité de terrain ne va pas comme ça. Donc c'est vrai qu'ils ont une force de frappe où ils arrivent dans les grandes surfaces. Ils proposent un système plus professionnel, entre guillemets, que l'aide alimentaire. Donc le magasin, le gérant, il va être séduit par ça et donc il arrête tout de suite. Il faut savoir que les associations d'aide alimentaire sont aussi fragiles presque que leur public. Il y a très peu de financement, à part le Fonds européen qui donne des produits. Tout le reste, c'est du bricolage, des appels à projets, etc. Et donc, elles ne survivent qu'avec des invendus des grandes surfaces. Et souvent, la plupart n'ont pas de convention. C'est juste un accord oral. Il n'y a pas de document écrit, il n'y a rien du tout. Donc, chacun, en fait, est libre de partir comme il veut. Et donc là, ce qu'on demande maintenant, c'est que vraiment, il y ait quelque chose qui se passe où le magasin, il y ait des conventions qui soient signées, qu'on n'arrête pas quand on veut, comme on veut. Parce que dans la réalité, en tout cas à Bruxelles pour l'instant, ces start-up arrivent et les gérants de magasins décident, mais en 24 heures, de ne plus collaborer avec les associations d'aide alimentaire. Et c'est tous les jours qu'on reçoit des informations du genre. Donc on les a interpellés, ces start-up, pour essayer de travailler ensemble. Donc on espère qu'on va y arriver, mais... Voilà, ça semble, on n'est pas sur les mêmes enjeux. Oui, parce que la démarche est il y a une démarche commerciale d'un côté et une démarche sociale de l'autre. Oui. Commerciale et capitaliste, je veux dire, c'est pour faire de l'argent, c'est pas juste pour dire qu'on achète comme ça. C'est leur boulot de vivre de leur démarche. Donc. Juste une toute dernière question pour vous, Aurélie Proietti. On arrive à la fin de l'émission, mais je voudrais pointer aussi le fait que les étudiants dans votre projet, c'est vrai qu'ils sont bénéficiaires, mais ils peuvent être actifs aussi. Alors ça se remarque aussi chez vous, les bénéficiaires distribuent bénévoles, et chez vous aussi, ils peuvent distribuer. Ils sont des petites rétributions de bénévolat, quoi. Alors oui, donc chez nous, c'était vraiment important que les étudiants deviennent aussi acteurs de leur propre épicerie, et donc on les emploie comme étudiants jobistes. Donc ça devient leur job d'étudiant de venir notamment tenir la caisse, réachalander les rayons, nettoyer l'épicerie, etc. Et ils travaillent sous la coupole d'un coordinateur qui lui est un employé, qui gère et qui contrôle tout ça. Et donc du coup, oui, l'étudiant est aussi acteur au sein de l'épicerie. Mais on voit que c'est vraiment quelque chose qui se marque dans vos deux projets. Et donc je vous invite, si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce que font ces deux associations, mais aussi la Fédération des services sociaux. Il y a les différentes adresses mail, plutôt les différents sites internet, et pages Facebook des associations qui vont apparaître ici en bas de votre écran. Merci vraiment à toutes les trois de nous avoir informés sur ces questions. On reviendra évidemment là-dessus. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle journée à tous.